des analyses et confirmées par le laboratoire qui est de l'autre. Oui, c'est des choses qui existent et qui sont, avec le diagnostic complémentaire laboratoire, qui peuvent être très utiles. Quand on a des attaques, il faut regarder s'il y a d'autres symptômes visuels. On verra tout à l'heure, mais si on passe par exemple, on pourrait imaginer que c'est des larves des chenilles par exemple. Hein, donc s'il y avait ça, on verrait, généralement on voit des excréments, alors là c'est un petit peu, on voit des excréments, on peut voir les chenilles elles-mêmes. Le cutter, parce que là il faut, parmi la fiche de renseignement à fournir, c'est le stade de la culture. Vous avez donc des planches qui vous rappellent les différents stades de la culture. Donc chauffer, quand on dit chauffer, on n'a pas les mêmes repères qu'il y a 4-5 ans. On chauffe en consigne, quand on dit chauffer dans ces cultures, c'est le chauffage, la pression. Mais malgré tout, on peut avoir, comme vous voyez ici, des contaminations localisées, avec déformations ou rabougrissement, mais beaucoup moins prononcées que le tarsolème. En fait, très rapidement, on va avoir des lésions nécrotiques. C'est la caractéristique de ce virus, donc à la fois sur les feuilles et au niveau des pétioles, autant que des pédoncules floraux. Très rapidement, la nécrose est vraiment noire d'encre. C'est caractéristique de l'INSV. En fin de compte, on a l'impression que dans cette culture, que ça soit ça ou ça soit ça, quelque part, ça c'est pas normal par rapport à ça, mais c'est normal par rapport au contexte. Et c'est pas parce qu'on est comme ça qu'il y a forcément de la maladie, c'est plus lié à l'environnement. Et vous voyez, la maladie commençait à s'installer. Il est évident que sur un symptôme débutant comme ça, a priori, au champ, on ne va pas pouvoir faire des identifications. On parlait ce matin de la notion de détection précoce des maladies dans les parcelles. C'est super important, mais c'est vrai qu'avec les moyens d'investigation que vous allez pouvoir avoir, c'est pas toujours facile. Pour certaines maladies, ça peut l'être. Les échantillons, quand vous les recevez, toujours regarder les systèmes racinaires, les gratter, toujours voir les racines, si c'est si c'est blanc, si ça vous parle. Tout un tas de caractères morphologiques qu'on va devoir regarder et qu'on ne peut pas voir même avec une excellente clinique. C'est pour ça qu'on va faire un montage entre la veine et la main. Donc ça c'est la suite, la suite de la morpho. Ce qui est particulier avec les pucerons, c'est qu'on fait beaucoup de mesures. On va mesurer des rapports d'articles anténaires entre eux. On adore aussi mesurer les rapports du rostre par rapport à des articles anténaires ou alors du dernier article du rostre par rapport à la longueur. Toutes ces mesures-là, on ne peut pas les faire à la bino, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire un montage. Et en diagnostic, c'est soit on dispose de suffisamment de matériel au départ pour faire l'ensemble des tests, donc la microscopie, l'ELISA, la PCR, etc., pouvoir les renouveler, soit on utilise du matériel que l'on produit en serre. Donc on utilise pour ça la technique d'indexage biologique. Alors ça ne sert pas qu'à ça, ça sert non seulement à reproduire du matériel, le virus, à pouvoir le conserver, mais ça sert aussi à orienter, ça peut servir à orienter l'identification des particules virales que l'on recherche. Alors, le principe, c'est on utilise des plantes indicatrices, une gamme d'hôtes, une gamme de plantes qui ont été sélectionnées pour leur sensibilité au virus. Alors, on va souvent sélectionner une gamme en fonction de la plante qu'on aura reçue, soit une gamme très spécifique, type cucurbitacée, solanacée, etc., soit une gamme beaucoup plus élargie, en fonction, notamment sur l'ornemental, où on a plus de mal à fixer. Alors, vu la diversité des espèces qui sont présentes dans l'ornement, on a plus de mal à trouver des indicateurs spécifiques. Voilà. Donc là, et ces tests-là, c'est le même principe que les tests de grossesse, sauf que là, c'est pas une hormone qu'on va détecter, mais c'est du virus. Voilà, et donc c'est la protéine qu'on va cibler. Donc comment, alors, il y a plusieurs systèmes, celui-là il est vendu via des bandelettes, c'est ça qui va vous donner le résultat, et puis donc des sachets fermés dans lesquels il y a le tampon. Dans lequel on va, donc là c'est un test vis-à-vis du virus qui est ici, qui faisait des nécroses, s'appelle le melon nécrotique spot. On prend un morceau de feuille, on va mettre tout simplement dans le sachet, et puis on va broyer soit avec des ciseaux au sachet.
Le morceau que vous l'avez choisi là, il y a la creuse ou... Oui, oui, plutôt, voilà. Bon, il ne faut pas non plus qu'il soit trop abîmé. Hein. On va broyer pour homogénéiser. Et une fois que le broyat est homogène, eh bien, on trempe tout simplement la bandelette dedans. Et le tampon, vous avez utilisé quoi? Alors, le tampon, c'est fourni avec, c'est dans le sachet, c'était déjà dedans. Oui. Et puis par capillarité, donc le broyat va monter ici, et donc il y a des anticorps qui sont cotés, qui sont fixés à la bandelette, et donc c'est ça. L'avantage du test ELISA, outre son coût, qui reste faible, c'est de pouvoir travailler en même temps plusieurs échantillons, plusieurs types de matériel végétal. Vous travaillez avec la feuille, de la feuille, du fruit, des fleurs, vous pouvez travailler même avec des racines, là en l'occurrence. Vous pouvez travailler également plusieurs espèces végétales en même temps. Donc l'avantage de ce test, c'est de pouvoir en réaliser plusieurs pour un coût relativement modéré. Donc après avoir déposé le broyat, on réalise également une période d'incubation. Donc là, on a la fixation de l'anticorps qui est dans sa cupule. On a la particule virale qui est venue s'accrocher à l'anticorps. Donc on a une première partie du sandwich. C'est ce qu'on appelle le DAS ELISA. Une fois qu'on a incubé tout ça, on rince et on dépose cette fois-ci un deuxième anticorps qui est couplé avec une enzyme. Donc vous connaissez certainement la technique PCR, en tout cas le nom. Et donc cette technique va cibler l'ADN. Or 80% des virus de plantes sont des virus ARN, donc on a une étape supplémentaire avant la PCR. On appelle la PCR, vous verrez ça dans les publications, on fait une étape de reverse scriptase pour permettre d'obtenir une molécule d'ADN à partir des virus ADN. Et donc, on fait des extractions d'ARN, et puis c'est ça qu'on va amplifier. L'amplification, on va utiliser pour ça des sondes spécifiques du virus qui vont permettre d'amplifier, c'est-à-dire de multiplier ce petit fragment, enfin cette sonde, la multiplier de manière exponentielle. Et c'est ce fragment PCR qu'on va pouvoir visualiser de deux manières, soit sur le gel d'agar. Donc on a des symptômes des taches grasses sur feuilles, vous avez des cordons graisseux sur tige, et ça c'est vraiment typique. Hein. Bon, ça on ne peut pas le confondre avec de la scopita, hein, parce que c'est gras, il n'y a pas de souci. Donc là on va vous montrer un petit parasite de quarantaine. Que sur tomate, le Clavibacter michiganensis michiganensis. Donc si vous nous envoyez des échantillons de tomates, il faut vraiment nous envoyer une plante entière. Parce que on peut trouver, il y a plusieurs bactérioses là-dessus, et le Clavibacter est vraiment vicieux. Parce qu'on peut avoir des symptômes à la base, mais la bactérie peut se trouver à mi-hauteur ou tout en haut, ou des symptômes au milieu, qui, elle est assez vicieuse. Donc moi je fais plusieurs prélèvements sur la tomate pour pouvoir mettre en évidence le Clavibacter. Ce sont surtout des micromycètes, des champignons microscopiques. Et on est amené aussi à recevoir ces gros champignons, donc là sur lesquels on va faire une observation directe. Et donc on va décortiquer le champignon et l'identifier de par ses caractères morphologiques. Alors ça peut être la forme du chapeau, ça peut être la couleur du chapeau, ça peut être, on va le couper, la couleur de la chair, etc. Enfin il y a plein de critères. Donc on dépose une petite goutte de bleu. Transparent quand même, parce que des fois il y a du scotch blanc et en fait c'est pas pratique, on voit rien. Et puis on va déposer simplement donc le scotch là-dessus, sur le mycélium. En essayant de récupérer pas trop de mycélium parce que sinon on ne voit plus rien. Et puis là on le dépose donc côté. Alors moi je le dépose côté face collante au-dessus. Voilà. On appuie un peu sur la lamelle pour bien répartir le bleu. Et on regonfle les structures du champignon avec un briquet. Oui, parce que parfois les spores sont toutes fripées quand on fait les préparations. Quoiqu'avec le scotch, normalement, elles ne sont pas fripées. C'est quand on va gratter directement le mycélium, ça peut être fripé. Alors parfois, il faut chercher un peu.
Voilà.